Cela fait 100 jours que le peuple syrien proteste contre le régime du président Bachar al-Assad. Et la contestation ne faiblit pas, la répression non plus. Selon les ONG, plus de 1300 personnes auraient été tuées depuis le 15 mars, date du début du mouvement. Il y avait panique à Damas. Bachar al-Assad n'osait plus sortir de chez lui. Toute la ville était encerclée par sa propre banlieue, par le sud du pays, par le nord du pays. Et donc, il y a eu ordre donné à Hassan Nasrallah d'intervenir. Nous sommes des alliés de la Syrie. Le Hezbollah est un allié de la Syrie. L'Iran est un allié de la Syrie. Lorsque l'imam al-Khamenei prend cette décision, naturellement, on se sent rassuré dans le bien fondé de notre action. Au départ, Nasrallah n'est pas très chaud. Mais comme les ordres viennent du guide suprême, la conversation s'arrête net et ils y vont. Ce fusil était avec moi en Syrie. Nous, on était les forces d'élite. Mon fils était un gamin. Lui aussi a intégré les forces spéciales. Ils ont commencé avec 3000 soldats, qui sont devenus 5000, puis 6000. C'est un tout nouveau Hezbollah. C'est une armée régulière avec des missiles sol-air, des unités de combat, une véritable armée. Le projet Cassandre a permis d'identifier une structure connue sous le nom de Bureau des affaires commerciales. Son rôle était d'organiser le trafic de drogue pour générer des revenus. Il y avait la guerre en Syrie, ils avaient besoin d'argent. Ruim 8 ton cocaïne, een half miljard euro straatwaarde. En 2014, nous avons remporté plusieurs victoires contre le Hezbollah, avec notamment la saisie de 8 tonnes de cocaïne dans le port de Rotterdam. Tout d'un coup, le Hezbollah n'incarne plus la résistance contre Israël. Il massacre d'autres musulmans dans un conflit profondément sectaire. C'est comme la mafia, comme les gars assis à table autour de Tony Soprano. À partir de 2010, la France devient la terre d'asile privilégiée des militants du Hezbollah. Elle offre plusieurs avantages, la possibilité de se fondre au sein d'une importante communauté libanaise et la libre circulation sur le territoire européen. Paris est choisi comme tête de pont pour blanchir l'argent du trafic de cocaïne. La DEA, l'agence antidrogue américaine, alerte la police française. Ensemble, elles ouvrent un nouveau chapitre de l'opération Cassandre, baptisée Opération Cédar, cèdre en français, du nom de l'arbre symbole du Liban. L'opération Cédar était une enquête à l'intérieur de l'opération Cassandre. Elle concernait le réseau européen.
Les responsables de cette opération européenne sont le capitaine Mug et son équipe. Le chef de poste de la DEA à Paris me contacte en me disant il y a en Europe tout un réseau de Libanais dont on sait qu'ils sont très actifs dans la collecte de l'argent de la drogue, le blanchiment, les transferts de fonds, etc. Ils ont subi de lourdes pertes financières et ils envisageraient peut-être de se relocaliser en France. Ce qui est un peu vexant pour nous, considérant que la France serait plus sûre. Bon. Ces enquêteurs américains me communiquent en fait un simple numéro de téléphone en me disant voilà, c'est le numéro du coursier qui va venir collecter l'argent. Très bien, bon. En 24 heures, ils identifient le propriétaire du numéro, un certain Mohamed Noureddine. Mohamed Noureddine, c'est quand même quelqu'un dont les locaux professionnels sont installés à la bourse de Beyrouth, dans les locaux de la bourse de Beyrouth. C'est pas quelqu'un qui se cache, hein. Certaines statures. Le numéro de téléphone, c'est l'élément concret qui va nous permettre de débuter l'enquête. On va le mettre sur écoute, tout simplement. On a des centaines et des centaines d'heures d'écoute et de retranscription. Il n'est question que d'argent. On s'aperçoit qu'effectivement, il est en train de planifier une opération de collecte à Paris. On est sur 1 million d'euros par semaine, quand même. Bon. Les collectes sont extrêmement rapides. Les gens s'entrevoient, hein. Ils récupèrent un sac, ils partent, ils ne comptent même pas. C'est-à-dire qu'il y a une confiance là. Hein. Tu vas aller récupérer 450 000 euros. Bon, il y a des noms de code. Hein. Alors, j'ai une Mercedes 500 à tel endroit, on va 500 000 euros. Ou alors un camion. Alors, un camion, c'est 1 million. Bon, voilà. Le collecteur se déplace et il va aller dans un parking souterrain, dans un restaurant, fréquemment dans la rue même. Hein. Lorsque nous-mêmes nous avons participé à tout ça, ça s'est passé tout simplement sur les Champs-Élysées. Une voiture s'est garée, s'est postée à la hauteur de notre agent, l'échange a eu lieu et puis voilà. Il y avait aussi tout un commerce de montres. Il y avait un des hommes de Noureddine qui se chargeait d'aller acheter des montres en espèces. Il en a quand même acheté pour plus de 30 millions d'euros en un an. Hein. Il s'agissait de montres de très grand luxe. Bon, Rolex évidemment, Patek Philippe, Audemars Piguet. On a vu notamment une montre Patek Philippe qui a été acquise pour 700 000 euros en liquide. Hein. Et donc toutes ces montres étaient ensuite transportées physiquement jusqu'au Liban. Et là encore, avec des sociétés d'import-export, enfin tout ça, vous prenez des apparences un peu légales. On lui faisait confiance pour déplacer de très grosses sommes d'argent. Il supervisait les passeurs qui ramenaient les valises de cash dans des avions d'Air France au départ de Roissy pour Beyrouth. Ces gars voyageaient avec plusieurs millions de dollars dans chaque Samsonite. En liquide? En liquide, oui. Pas toujours, mais parfois c'était vraiment insensé. Il était un super facilitateur pour rapporter l'argent de la drogue depuis l'Europe vers le Liban. Ce que je vois sur mon territoire, moi, là, dans l'immédiat, c'est pas vraiment l'empreinte du Hezbollah. On n'a pas affaire à des gens très pieux. Non, on les retrouve essentiellement dans le triangle d'or parisien, plus enclin à aller boire des whisky hors d'âge au bar du Plaza Athénée qu'à fréquenter des mosquées. Voilà ce que je vois.
La France apparaît comme le centre de commandement de leurs activités dans toute l'Europe. Tandis que la police française traque le réseau de Mohammad Noureddin, les agents américains de l'opération Cassandre remontent les circuits de l'argent de la drogue. Ils mènent en Europe de l'Est sur les traces de trafiquants d'armes. Les anciennes républiques socialistes regorgent d'armements hérités de l'Union soviétique. Et parmi les marchands de canons, la DEA cible l'homme clé du trafic, un citoyen libanais qui a portes ouvertes en Ukraine et en Russie. Des agents m'appellent et me demandent « As-tu déjà entendu parler d'Ali Fayad ?» Je réponds « Si j'ai déjà entendu parler d'Ali Fayad, ce type est vraiment important. Il transporte des armes pour l'Iran et le Hezbollah au Proche-Orient. » Ali Fayad était un trafiquant d'armes connu des services du monde entier. Il travaille avec des Russes et des Ukrainiens pour fournir des armes au Hezbollah. Et ces gars-là allaient fournir des lance-roquettes, des kalachnikovs, des missiles sol-air. Ils avaient accès aux armes les plus sophistiquées du monde. Une fois établis les chefs d'accusation contre Ali Fayad, il fallait identifier dans quel pays on pouvait l'arrêter. Il devait y avoir un accord d'extradition avec les États-Unis. Nous avons choisi Prague, en République tchèque. Nous avons infiltré leur réseau avec des informateurs qui se sont présentés comme des membres des FARC colombiennes qui cherchaient des armes pour tuer des Américains. Ali Fayad et ses complices acceptaient de se faire payer en cocaïne. C'était un marché cocaïne contre armes. Le plan consistait à l'arrêter à la sortie de sa chambre, dans le couloir de l'hôtel. On avait truffé sa chambre de micros et de caméras. Et à un certain moment, l'un de nos informateurs dit « Nous voulons des missiles anti-aériens pour tuer des Américains en Colombie. Et après les avoir tués, je couperai la tête d'un Américain et je te l'offrirai comme cadeau. » Ali Fayad s'est levé du canapé et a embrassé notre agent infiltré. Ali Fayad je jedním z trojice cizinců, které česká policie zadržela v dubnu 2014 v jednom z pražských hotelů. Spojené státy je podezírají, že chtěli prodat zbraně a drogy kolumbijským teroristům. Ali Fayad podle svého právníka sám pracuje pro libanonskou tajnou službu. Je me disais, si nous parvenons à faire venir ce type aux États-Unis, il sera notre principal témoin contre le cartel de la drogue du Hezbollah. Il n'y a qu'une chose qui pourrait empêcher son extradition, l'intervention des services de renseignement militaires tchèques. Ces services sont toujours sous l'influence de la Russie et de Poutine. C'était notre obstacle majeur. L'arrestation d'Ali Fayad est le plus gros succès de l'agence antidrogue américaine. Le marchand d'armes connaît tous les secrets de la guerre en Syrie. Il est au cœur de l'alliance militaire conclue entre le Hezbollah, l'Iran et la Russie pour sauver Bachar el-Assad. Mais la DEA s'avance en terrain miné.
les réseaux criminels du Parti de Dieu sont protégés par Moscou. Plus la guerre dure, plus les combattants du Hezbollah s'avèrent indispensables et plus leurs besoins en armes augmentent. Le prix à payer pour cette fuite en avant se compte en nombre de cercueils qui rentrent au Liban. Quand les premiers combattants du Hezbollah ont été tués en Syrie, un cimetière s'est ouvert pour les soi-disant martyrs. Le Hezbollah s'est retrouvé avec près de 3000 morts et 2 fois plus de blessés, 6000. Entre les morts et les blessés, il y a environ 10 000 familles qui ont été touchées. Ça fait beaucoup de victimes. طبعا ماما 4 شنطة بتسمح عم نصلي بعد طب فوتوا لازم نصلي قبل هذيك المال. لا خلص قصة كبيرة مبين هون. يلا يا خالتي روحي انت وهنيك على الطاولة الصغيرة. الله يأجركم على هيدا التعب. عن جد مأجورين. يعني أنا أول شيء J'ai d'abord eu 3 filles. Moi, j'étais très content d'avoir des filles. بس بنفس الوقت بحب Mais en même temps, j'avais envie d'avoir 1 ou 2 garçons pour avoir le bonheur de les envoyer au djihad. افرح فيهم يكونوا بهيدي الميادين، ميادين الجهاد. طبعا هلا كرمال نحيا. Quand mon fils m'a envoyé cette image, j'ai senti soudain que je n'allais plus le voir. Que je n'allais plus le voir qu'en photo. Mon fils, tu m'as dit que tu voulais mourir en martyr. Mais pas si vite. J'aurais aimé que tu attendes un peu, c'est tout. Gloire à toi, mon fils. Tu es plus valeureux que moi. Une partie des mères qui pleuraient leur fils était sûrement sincère. Mais je crois aussi que certaines avaient des doutes. Jusqu'où peut aller l'endoctrinement? L'histoire nous a enseigné qu'il peut aller très loin. Pour moi, le jour des funérailles de mon fils était un jour de fête. Je n'étais pas triste. Il est possible qu'aujourd'hui je sois un peu triste, mais avant je ne l'étais pas du tout.
Du tout. Le Hezbollah devrait savoir que l'Iran est prêt à sacrifier jusqu'au dernier combattant du Hezbollah. Regardez ces miliciens morts en Syrie. Et combien d'Iraniens? Pas tant que ça. Qu'ont-ils obtenu en retour? Pas grand-chose. Leur économie et leurs banques sont en faillite. Leur port a explosé. C'est comme les portes de l'enfer de Dante. Mais on peut s'enfoncer plus loin. Il y a encore d'autres portes à ouvrir. La guerre en Syrie modifie profondément l'image du Hezbollah auprès de nombreux Libanais. Hier considérés comme des héros, les combattants ont perdu leur aura de résistants et sont perçus comme une armée de mercenaires. Les dirigeants du parti aussi ont changé. Dans leurs écoutes téléphoniques, les enquêteurs français et américains n'entendent parler que de drogue, d'armes et d'argent, comme dans la mafia. Mohamed Noureddine projette de venir en France. Et donc on met tout en place. On était parfaitement prêts à le recevoir. Et là, il se fait arrêter à l'aéroport. Et puis, dans le même temps, on interpelle différents membres de son équipe dans des hôtels de luxe à Paris, chez eux en Allemagne, en Italie, etc. Ah ben, il nie tout en bloc. Hein. Il explique que non, il n'a pas organisé de collecte, il n'est pas à la tête d'un réseau de blanchiment, etc. Bon. Et puis, il finit par reconnaître à minima les choses qui sont absolument irréfutable, tout en minimisant constamment son rôle. Nous avons prouvé que l'argent du trafic de cocaïne récolté par Noureddine servait principalement à financer l'achat d'armes que le Hezbollah envoyait en Syrie. Après 8 années d'enquête, les policiers de l'opération Cassandre touchent au but. Ils découvrent l'existence d'une structure secrète au sein du Hezbollah, chargée de coordonner le financement de la guerre en Syrie et plus largement toutes les activités militaires clandestines du parti. Nous recevions des informations sur ce groupe fantôme au sein du Hezbollah. On nous disait, on les appelle l'unité financière, l'unité bancaire. Jack Kelly et son équipe ont identifié une structure connue sous le nom de Bureau des affaires commerciales. Nous avons fait appel à tous les experts du gouvernement américain pour assembler les pièces du puzzle. Que se passe-t-il ici? Comment relier tous ces éléments? C'est comme résoudre une énigme. Et en plus, nous devons fournir des preuves. Le Bureau des affaires commerciales avait plusieurs missions. Il devait transporter la cocaïne, blanchir l'argent et acheter des armes.
Le Bureau des affaires commerciales avait créé des centaines de sociétés que nous avons répertoriées. Il y en a partout dans le monde, même aux États-Unis. Il centralisait tous les comptes bancaires secrets dans le monde entier. En Suisse, au Liechtenstein, au Luxembourg, à Paris. Le Bureau des affaires commerciales générait plus de 1 milliard de dollars par an. Nous l'avons appris dans les dossiers de la Lebanese Canadian Bank. C'est le financement de la terreur. Le blanchiment de l'argent de la cocaïne coordonné par Noureddin s'effectuait sous la direction d'Adam Tabaja. Adam Tabaja était l'un des chefs du Bureau des affaires commerciales. Tabaja, en fait, c'est l'entrepreneur libanais important qui possède un très gros groupe de construction. Et en fait, dans le dossier, il apparaît parce qu'il est en relation avec Mohamed Noureddin. Il est l'un des principaux financiers de la reconstruction des quartiers du Hezbollah après la guerre de 2006 au Liban. Et qui est le grand maître de ces finances occultes? Abdallah Safieddine. On l'appelait le parrain des affaires. Abdallah Safieddine était l'ambassadeur du Hezbollah en Iran. Il avait des relations dans les plus hautes sphères du gouvernement iranien. Ce que Téhéran exige du Hezbollah, Abdallah Safieddine s'en occupe. Son clan est comme la famille royale du Hezbollah. Abdallah Safieddine a un frère qui est le directeur exécutif du Hezbollah. Et les rumeurs disent qu'il est le successeur de Nasrallah. Quand vous atteignez ce niveau-là, vous êtes plus qu'un membre du Hezbollah. Les gens demandent où sont leurs cartes d'adhérents. Ils n'ont pas besoin de cartes. Il suffit de voir leur visage et on les laisse entrer. Alors, quand vous trouvez quelqu'un comme Abdallah Safieddine impliqué dans des activités financières illégales, de l'Irak à l'Amérique du Sud, en passant par l'Europe, cela attire votre attention. C'était possible de monter un dossier contre Abdallah Safieddine et peut-être de l'arrêter. On pouvait y arriver si on nous laissait faire. L'opération Cassandre approche de son heure de vérité. Si les enquêteurs américains obtiennent le feu vert pour arrêter Abdallah Safieddine, ils peuvent décapiter la direction occulte du Hezbollah. Au même moment, une nouvelle petite musique se fait entendre. Les États-Unis entament des négociations sur le nucléaire avec la République islamique d'Iran. Or, l'Iran est le parrain historique du Hezbollah. Philosophiquement, l'opération Cassandre, nos enquêtes sont devenues un problème.
Des témoins m'ont raconté que les Iraniens ont commencé à se plaindre en disant « Ces types de la DEA sont hors de contrôle. Vous devriez les retenir. » C'est ce que l'on dit quand on veut se débarrasser de quelqu'un. Today, after 2 years of negotiations, the United States, together with our international partners, has achieved something that decades of animosity has not. A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. This deal demonstrates that American diplomacy can bring about real and meaningful change. Change that makes our country and the world safer and more secure. Barack Obama a choisi de signer la paix avec Téhéran. Un accord salué par la communauté internationale. L'encre est à peine sèche quand le président iranien entame une tournée triomphale en Europe et s'arrête à Paris. Après la sale guerre des années 80, il vient célébrer le retour du business. Aujourd'hui, le président Rouhani est à Paris. Cela faisait 17 ans qu'un président iranien n'était pas venu ici en France. Le même jour, l'agent spécial Jack Kelly débarque à Paris pour fêter le démantèlement du réseau de blanchiment de Mohammad Noureddin. Une cérémonie officielle est organisée au quartier général de la police française. La DEA s'apprête à dévoiler publiquement l'existence du Bureau des Affaires commerciales, la structure secrète du Hezbollah. C'était pour moi le point culminant de l'opération Cassandre. Le chef de la police française devait porter un toast pour fêter notre succès et celui de l'opération Cédar. Je suis venu exprès pour ça. Je regarde le juge, les flics, et je leur demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Ils me disent « La conférence de presse est annulée et le communiqué reporté. » La France et l'Iran, côte à côte, oublions les rancœurs, lance le président Rouhani. Airbus, Peugeot, Vinci, Bouygues et les autres, plusieurs dizaines de milliards de dollars de contrats sont signés. Une trentaine de contrats signés aujourd'hui pour un potentiel de 15 milliards d'euros. Des accords avec la SNCF, Total, Peugeot, 118 Airbus commandés. Autant de bonnes raisons pour les patrons français d'applaudir chaleureusement le président iranien. Je regarde ça à la télé, au bar de l'hôtel Trocadéro. Je reçois des appels et des SMS disant « Tout est annulé ». Je n'arrivais pas à y croire. Au même moment, je reçois l'information qu'Ali Fayad a été libéré par la République tchèque et renvoyé au Liban. O Fayada žádali Spojené státy, které ho vinili z vážných zločinů. Místo za oceán, ale odpoledne Ali Fayad zamířil domů do Libanu. Ali Fayad est rentré au Liban. Le gouvernement américain a échoué. Il ne s'est jamais impliqué. Comment l'expliquer? Voilà ce que mon instinct d'enquêteur me dit. Ali Fayad était un membre du Hezbollah et les gouvernements étaient en pleine négociation avec l'Iran. Je n'ai pas de preuves irréfutables, mais j'ai d'expérience. L'opération Cassandre a effrayé beaucoup de monde.
Elle a été sacrifiée au nom de la politique. Bonjour, Monsieur le Président. Comment allez-vous? Nice to see you again. Nice to see you. Did you sleep well? Yes. Hey, Dante. When I met Asher in 2008, he told me really. Quand j'ai rencontré David Asher, il m'a prévenu dès le départ. Jack, je peux t'assurer que la Maison-Blanche, quel que soit le président, finira par nous arrêter. Ça deviendra trop sensible. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Sa prédiction était juste. J'ai dit à Jack, plus on montera dans la hiérarchie, plus de gens seront au courant et plus on gênera. On était à 2 doigts de la victoire. Elle nous a été confisquée. Au même moment, j'ai appris par un simple SMS que j'étais muté de l'opération Cassandre pour un boulot administratif au siège. Alors j'ai été dans mon bar préféré boire du vin rouge. Le Hezbollah a gagné. L'opération Cassandre est enterrée, sacrifiée sur l'autel de la réale politique. Les États-Unis ont privilégié l'espoir d'une paix avec l'Iran plutôt que le démantèlement de la face cachée du Hezbollah. Dans la mythologie grecque, Cassandre prédisait aux dirigeants les catastrophes et les désastres imminents. Ces avertissements étaient ignorés, mais les désastres et les catastrophes finissaient toujours par se produire. Cassandre avait raison, mais personne ne faisait attention à elle. Tout le monde l'ignorait. Et si l'opération Cassandre résonnait comme l'ultime avertissement? L'occasion manquée de mettre fin à l'impunité du Parti de Dieu. Jusqu'à ce 4 août 2020. Jour de l'explosion du port de Beyrouth, le Ground Zero des Libanais. Au lendemain de la catastrophe, le peuple se retourne contre ses dirigeants et en premier lieu contre le tout-puissant chef historique du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Les Libanais réclament vérité et justice, pour une fois. Que s'est-il passé précisément? Comment se fait-il que ce stock de nitrate d'ammonium, un stock colossal, 2750 tonnes, qui était entreposé dans un bâtiment du port? Une substance particulièrement instable. Il s'agit du même produit que celui qui avait causé l'accident dans l'usine AZF de Toulouse en 2001. Qui est le criminel qui a apporté ce nitrate d'ammonium? Qui l'a entreposé dans le port? Qui l'a caché? Ce hangar était contrôlé par le Hezbollah. Tout le monde le sait, comme le fait qu'il contrôle aussi l'aéroport. On sait bien qu'il existe un accès secret du Hezbollah au port. On l'appelle la porte de Fatima. C'est par là qu'ils entrent sans se faire fouiller. Le Hezbollah est plus puissant que l'État libanais. Personne n'ose rien faire. Au départ de cette négligence, il y a un crime principal que personne ne veut dévoiler. « 215 morts, 6500 blessés. Au lendemain de l'explosion, Beyrouth est une ville meurtrie et dévastée. Mais Beyrouth est aussi une ville qui réclame des coupables. Qui est responsable de cette catastrophe?
L'histoire officielle est simple. Un navire est venu depuis la Géorgie au Liban. Il était censé continuer vers le Mozambique, mais cela n'a pas été possible. Alors ils ont déchargé le nitrate d'ammonium et l'ont conservé dans l'entrepôt. Voilà la version officielle. Le nitrate d'ammonium est utilisé soit comme engrais, soit comme explosif. La cargaison arrivée au Liban était de haute densité. C'était écrit sur les sacs. Il était clair qu'elle était destinée à être utilisée comme explosif. Cette cargaison est restée dans le port pendant 7 ans. Tout le monde était au courant, mais malheureusement, personne n'a rien fait. Au cours de mes investigations, j'ai découvert qu'une société, Savaro, était la propriétaire du nitrate d'ammonium. Savaro est une société écran, ce qui signifie que vous ne connaissez pas le véritable propriétaire. Ensuite, j'ai découvert qu'il existe de nombreux liens entre Savaro et des hommes d'affaires syriens, Moudal al-Khouri, son frère Imad Khouri et Georges Aswani. ولم نسمع بها على الإطلاق إلا من خلال الزوبعة الإعلامية الأخيرة ولا نعلم أنها مسجلة بنفس عنوان شركتنا يعلم تمام المعرفة لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد في هذا الموضوع ما سبب القلق؟ ليش سبب القلق؟ Georges Aswani a rencontré plusieurs fois le président syrien. Moudalal et Imad Khouri, eux, avaient plusieurs usines en Syrie et en Russie. Dans ces deux pays, il est difficile de devenir des hommes d'affaires prospères sans être proche du pouvoir. Cela signifie que cette cargaison était très probablement destinée à la Syrie, à l'époque où la guerre était à son apogée. Les expertises du FBI ont montré que, d'après leurs calculs, l'explosion avait été causée par 500 à 700 tonnes de nitrate d'ammonium. Évidemment, si les 2700 tonnes avaient explosé, c'est toute la capitale qui aurait disparu. Mais là, entre-temps, qui a utilisé ces milliers de tonnes? Qui a pu les sortir de Beyrouth, les sortir du Liban? Je vous pose la question. Qui? La Syrie et le Hezbollah. Je ne veux pas être impliqué dans une affaire politique. J'ai évoqué des liens possibles. Je n'ai pas été tué, du moins jusqu'à présent. ومن بيروت ينضم إلينا الباحث السياسي لقمان سليم. أهلا بك معنا. لقمان سليم aussi a enquêté. لقمان، في لبنان من المتهم الأول بتسهيل ووجود هذه الكمية من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت؟
يا سيدتي الأمر تحصيل حاصل المتهم الأول هو صاحب الدالة الكبرى أعني ميليشيا حزب الله فيكفي أن يراجع الواحد منا والواحدة. Lokman a accusé le Hezbollah d'être responsable du transport du nitrate d'ammonium en Syrie. Il assemblait les pièces du puzzle. Aujourd'hui, tout le monde le dit. Au mois de janvier, il était le seul. بالتالي نحن أمام مشهد أو بازل إن شئت تكتمل تفاصيله. اليوم بدنا نعرف جيدا من استورد ولكن أهم من الاستيراد. La journée d'hier au Liban devait être marquée par les 6 mois après l'explosion du port de Beyrouth, mais c'est un autre drame qui a choqué les Libanais, avec la découverte hier matin du corps d'un célèbre intellectuel, Lokman Slim, plusieurs balles dans la tête, dans sa voiture dans le sud du Liban. Alors pourquoi a-t-on assassiné Lokman Slim? Quel est le message? Les regards se tournent évidemment vers le Hezbollah, qui contrôle étroitement la zone du Liban Sud où l'écrivain a été tué. Savez-vous comment Lokman a été tué? Oui, il a été tué de 6 balles. C'était des tueurs professionnels. Moi, je suis Makroula. Moi aussi. Happy to see you. Merci, Omar. Me too. I came several times, but you were close. Et je suis, quand l'impression, elle est en voyage. Elle doit revenir. Je veux que justice soit faite. J'ai besoin de savoir qui l'a tué et qui a donné l'ordre. Avec l'explosion du port et l'exécution de Lokman, quelque chose s'est cassé. Non, on ne peut pas revenir à la vie normale. On ne peut pas revenir en arrière et laisser le jeu politique l'emporter. Il faut que quelqu'un rende des comptes. Connaîtra-t-on un jour la vérité sur l'explosion du port de Beyrouth? 2 magistrats libanais ont tenté d'enquêter. Ils ont été menacés et leur instruction suspendue. Quant au Hezbollah, malgré la colère du peuple, il s'oppose à toute enquête internationale. Le peuple libanais connaîtra-t-il un jour toute la vérité? J'en doute. N'essayez même pas, ça n'arrivera jamais. Vous serez mort et enterré depuis des siècles et vous n'aurez toujours pas de réponse. Le Hezbollah ne peut, en même temps, être une armée en guerre contre Israël, une milice déchaînée contre les civils en Syrie et un parti respectable au Liban. Il ne doit pas se croire plus fort qu'il ne l'est. Vous avez un système de terreur qui s'est mis en place et que le Hezbollah a imposé. Macron l'a dit. Tant que le Hezbollah continuera à se livrer à du terrorisme international, à des assassinats au Liban, à des activités financières illicites et à porter atteinte à la stabilité du système financier libanais, tant que le Hezbollah se livrera à toutes ces activités, c'est un acteur hors la loi et il doit être traité comme tel. L'histoire est-elle condamnée à se répéter? Le Hezbollah échappera-t-il toujours à ses responsabilités? Il y a 40 ans, ses dirigeants rêvaient d'instaurer au Liban la charia, la loi islamique. À la place, ils ont créé un État dans l'État,
un Hezbollah-land, plus puissant que l'État officiel, recouvrant le pays d'un voile noir au goût de cendre. Nous vivons ici au Liban dans une culture de l'impunité. Vous pouvez tuer, vous pouvez commettre des massacres, des crimes, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et au final, rien ne se passe. Qu'est-il arrivé à Chekriarb? Il est sorti de prison, il était en Amérique du Sud, il est probablement retourné au Liban. Ayman Juma? Il n'a jamais été arrêté. Il est au Liban, il peut voyager, mais on n'entend plus parler de lui. Ali Karoubi? Ali Karoubi, jamais arrêté ni emprisonné. Ali Fayed? Certainement pas en prison. Adam Tabaja? Adam Tabaja, pas en prison. Safieddine? Jamais inculpé, jamais arrêté. Toujours l'ambassadeur du Hezbollah à Téhéran. As far as I know.